Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À la gare routière de Bonabéry, de nombreuses agences de transport interurbain ont stoppé la liaison Douala-Bamenda. D'aucuns redoutent l'insécurité grandissante sur cet axe réputé dangereux. Malgré la mise en place d'une opération de sécurisation de la ville de Bamenda, presque aucun voyageur n'ose emprunter la route depuis Douala pour se rendre dans la capitale régionale du Nord-Ouest. Du coup, l'économie en a pris un sérieux coup, notamment à la gare routière dans le 4e arrondissement de Douala. C'est le constat que font nos reporters avec Kedjara Innocent Abega. De nombreux bus de différentes agences de voyage parqués en pleine gare routière, des lieux de commerce fermés à double tour, on se croirait en plein Ghost Town, en zone anglophone. Pourtant, nous sommes bel et bien dans la ville de Douala, en pleine gare routière, qui revêt désormais des allures de cimetière. Ceci est la conséquence directe de l'opération Bamenda Clean, lancée par le gouverneur de la région du Nord-Ouest il y a peu. Une opération qui limite drastiquement la circulation des motos dans la ville de Bamenda et qui avait reçu en retour une interdiction de circulation des véhicules décrétée par des sécessionnistes ambazoniens. Par peur de représailles, la population se plie, aucun ressortissant n'ose plus. Il a fait l'appel, les renvois de toutes les affaires, telles qu'annoncées par lui-même. Mais c'est l'équipe de défense de M. Ayoub Tabé qui a annoncé que notre affaire est là, ce n'est pas encore appelé. C'est à ce moment que le juge a donc décidé d'instruire le greffier pour sortir notre dossier. Les avocats de Ayoub Tabé dénoncent également la tenue de l'audience dans une langue que les accusés ne comprenaient pas. Vous savez que la langue de Siseko Ayoub Tabé et les autres est la langue anglaise. Ils ne comprenaient pas ce que le juge disait. D'ailleurs, s'il donnait des directives, nous on pouvait bel et bien conseiller nos clients de suivre les instructions. Ce n'était pas le cas. Pour les conseils du leader sécessionniste, il s'agit d'une violation à la fois de la Constitution et du Code pénal. Nos clients sont des anglophones et ils bénéficient de ces droits. C'est constitutionnel. Et notre Code pénal est prévu aussi. Ceux qui ne s'expriment pas en langue que le tribunal n'entend pas aussi, un anglophone qui se retrouve à Yaoundé, il doit bénéficier avec le traducteur. Il a fait toute son affaire en français et après il a donné la parole au parquet. C'est finalement dans cette ambiance de violation du droit, selon les avocats, que le juge de la Cour d'appel du Centre va confirmer le verdict déjà prononcé par le tribunal militaire de Yaoundé. Le juge a suspendu la séance pour 15 minutes. À moins même de 10 minutes, il est entré. Dès qu'il est entré, il a décidé donc maintenant de prononcer la sentence. Pour dire encore que tout ce qui s'est passé au tribunal militaire, la condamnation à vie qu'on a donnée à nos clients, il a confirmé ça. Et nous n'avons pas droit à faire quelque chose. Condamné à vie par le tribunal militaire de Yaoundé, Siseko Ayoub Tabé et co-accusés espéraient une annulation ou une remise de cette peine. Il n'en sera finalement rien. La condamnation a été confirmée par la Cour d'appel du Centre. Le secrétaire national à la communication du comité central du RDPC souligne que la démarche du MRC vise à déstabiliser le Cameroun. Il invite les militants RDPC et tous les Camerounais à ne pas suivre ces mots d'ordre. Le professeur Jacques Famendongo est au micro d'Augustin Guizana. Nous condamnons fermement ces appels à la rébellion et à l'insurrection. Parce qu'on ne peut pas opérer une marche pacifique alors qu'on demande formellement le départ du président de la République élu démocratiquement avec une majorité confortable. Et vous le savez, ce résultat a été validé par le Conseil constitutionnel. Nous condamnons fermement cette marche et nous disons à tous les militants du RDPC, à tous les citoyens du Cameroun, de ne pas écouter les sirènes de l'apocalypse et de rester fidèles à notre devise: paix, travail, patrie.
patrie. Nous voulons la paix, nous travaillons pour le progrès de notre patrie. Selon certains universitaires, le MRC et son leader projettent mardi prochain une marche pacifique déguisée en mouvement insurrectionnel et révolutionnaire. Comme telle, cette démarche connaît des implications politiques et juridiques, pouvant même conduire à la dissolution du parti et à des emprisonnements à vie. Augustin Guizana a capté des réactions d'universitaires dans ce reportage. Le professeur Mathias Eric Onangini trouve en la manifestation du MRC un projet d'insurrection et de révolution. Cette formation maintenant, sa volonté de marcher, exprime en réalité quelque chose qui est de l'ordre de l'insurrection ou de la révolution. Et il faut faire extrêmement attention parce que nous avons déjà connu avec la crise du Nord-Est et du Sud-Ouest le même processus. Et si cette thèse est confirmée, elle contient des implications juridiques, à commencer par la problématique de la légalité et de l'illégalité de la manifestation. Lorsque une marche, une manifestation, sous le prétexte d'être une marche pacifique, crée des conditions de commission des infractions, dans ce cadre, donc, on rentre dans la pénalisation. Dans une certaine mesure, l'universitaire évoque le pire pour le MRC et son leader. Une infraction commise dans le cadre ou sous le prétexte d'une marche pacifique, lorsqu'elle est lancée, cette marche, par l'organe dirigeant du parti, l'article 74-1 du Code pénal de 2016 prévoit donc que la responsabilité de la personne morale soit engagée, tout en soulignant que cette responsabilité du parti politique, responsabilité pénale, peut aller jusqu'à la dissolution du parti politique. L'État devra alors, dans ses missions régaliennes, prendre des dispositions. Si ce mouvement utilise la violence, l'État sera habilité à prendre des mesures supplémentaires, mais les mesures normales de maintien de l'ordre doivent suffire. Un homme, un parti est avisé. Voici pour les principales articulations de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Mais tout d'abord, au Gabon, les travaux du Forum de la fonction publique entamés il y a 9 mois viennent d'atteindre leur épilogue ce vendredi au sein du dit ministère à Libreville au Gabon. Le rapport qui sanctionne ces travaux a été remis au ministre de tutelle. C'était en présence de nos reporters Michel Tenny et Adam Cheki. Regardez. C'est un geste symbolique qui marque certainement la fin de ce long et pénible voyage entamé en janvier dernier lors du Forum de la fonction publique. Les deux parties, partenaires sociaux et ministère de la fonction publique, ont pensé, repensé, analysé et examiné les 144 recommandations issues de ces assises pour parvenir à ce texte dont l'ossature présage un lendemain heureux entre ces derniers. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont tenu à ce challenge qui consistait à produire des propositions fortes, propositions pour une fonction publique moderne, innovante, compétitive, qui suscite de l'espoir aux agents publics en activité, l'espoir aux agents déjà admis à la retraite, l'espoir à ces milliers de Gabonaises et Gabonais qui attendent impatiemment leur intégration dans le monde du travail. Satisfaite du climat dans lequel se sont déroulés les travaux, Madeleine Baird a insisté sur la permanence du dialogue social. Une saveur particulière pour moi et ma collègue ainsi que pour le gouvernement, dans la mesure où il concrétise l'aboutissement d'un processus de dialogue social qui a été entamé en 2019. Ces propositions, une fois actées par le gouvernement, seront mises en œuvre pour l'épanouissement du fonctionnaire. Pour ce faire, les partenaires sociaux ont demandé au gouvernement de mettre en place un comité de suivi pour que les travaux de ce forum n'accouchent pas d'un éléphant blanc. Quelques coups de pelle devant les caméras et un bruit glaçant quand parfois ce n'est pas la terre qui est retournée, mais des ossements qui sont percutés. Cela faisait près d'un demi-siècle qu'ils étaient là. Mon père et mes oncles ont été tués comme les autres Hutus qui vivaient dans la région. Et je suis heureux de constater que maintenant, on commence à s'intéresser à ce qui s'est passé.
D'avril à juin 1972, entre 100 000 et jusqu'à plus de 300 000 Hutus ont été assassinés au Burundi. À l'époque, Bonaventure avait 20 ans. Lui a eu la chance de survivre, contrairement à son frère. Les soldats ont alors entouré les victimes, les ont rassemblés en différents groupes et leur ont tiré dessus. Certaines ne sont pas mortes immédiatement. Les bourreaux les ont abattus en amenant un autre groupe et en empilant les cadavres. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est le pardon. Dieu nous permettra d'enterrer ce qui s'est passé parce que les auteurs de ces crimes ne venaient pas d'ailleurs. Ce sont nos voisins avec qui nous avons tout partagé. Pardonner et réconcilier, c'est la raison d'être de la commission Vérité et Réconciliation. Elle affirme avoir recensé plus de 4000 fosses communes dans le pays. Ces personnes qui dorment dans les toilettes et les fosses communes d'Ogikuzi et ses environs ont été assassinées par le mépris, l'arrogance et l'irresponsabilité d'un pouvoir politique. Un travail de mémoire que beaucoup accusent de partialité. Au Burundi, la réconciliation n'est sans doute pas tout à fait finie. Ici à Sali, sur la fréquence 89.1. Cette nouvelle radio locale émet depuis 2 heures à peine. Les installations ne sont pas tout à fait terminées et l'équipe n'est pas au complet. Mendela Madior Diouf, aux commandes, avait à cœur de lancer cette radio le plus vite possible. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, particulièrement également pour lutter contre le refus de paternité. En août dernier, cet entrepreneur, propriétaire de plusieurs stations de radio dans le pays, a relancé le débat autour des pères qui refusent de reconnaître leur enfant. Ces directs sur Facebook ont été vus par des milliers de personnes. Les femmes qui étaient victimes de ce drame, d'un refus de paternité, avaient envie de parler. Je dis, écoute, pourtant on veut une radio, et leur donner la parole. Elles vont appeler en gardant l'anonymat. Et si Ndela tient autant à donner la parole aux femmes, c'est qu'il lui a fallu 27 ans pour briser le silence sur son histoire personnelle. Alors étudiante en 4e année de médecine, le père de sa fille a pris la fuite sans reconnaître leur enfant. Au Sénégal, si vous avez la malchance de tomber enceinte hors mariage, donc une grossesse c'est toujours un bonheur, mais bon, si c'est hors mariage, c'est un drame en Afrique. Pour la plupart, dans certaines femmes, certains parents rejettent, sort l'enfant de la maison. Et tu vas où on te sort de la maison. Pour moi, par contre, on m'a gardé, on m'a protégé. Selon le Code de la famille au Sénégal, les hommes ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire en cas de refus de paternité. L'article 196 interdit même toute recherche de paternité. Une injustice que dénoncent plusieurs associations féministes. On dirait que c'est un privilège qui est fait aux hommes parce qu'on leur dit que vous reconnaissez l'enfant quand vous le voulez. On voudrait que cet article soit abrogé, qu'il y ait une modification parce qu'on connaît l'état de la science actuelle et qu'avec l'évolution de la science, on peut connaître qui est le père de qui. Une modification du Code de la famille réclamée également par Ndela. Elle compte lancer prochainement une pétition nationale en ce sens pour la présenter aux autorités.